épisode sur l'actualité du 28 septembre 2025. Shameless plug et toute la patente. Mois d'octobre, je vais diffuser 4 épisodes par semaine dans l'occasion de souligner le cybermois, donc d'avoir toutes ces informations, notamment des épisodes sur les PME, notamment de l'information à travers tout ça qui nous permettra de, je crois, d'avancer un peu plus. Ça va être les premiers épisodes avec ma collaboration avec Yak, notamment, qui vont être diffusés en octobre. J'ai très hâte de commencer à diffuser ces épisodes-là. Sinon, je suis en train de reprendre un peu le dessus sur tout. Donc, tout ça et ça. Et si vous voulez que les épisodes d'actualité, maintenant, tous les URL, tous les feeds sont séparés clairement sur le site et sur des sites qui leur sont distincts si vous voulez y aller. Sinon, les événements, le Objective by the Sea, le 12 au 17 octobre 2025, 14-15 octobre, AttackCon, version 6, 14 et 15 octobre, Forum Unicyber à Montréal, code rabais de 30% dans les show notes. Je vais animer 2 panels et être victime d'un autre, donc venez vous amuser, rire un peu. J'ai également des enregistrements de podcasts prévus, venez jaser, ça va être très, très, très le fun. Faircon 4 et 5 novembre 2025, 8 et 9 novembre le DEFCON à Montréal que je vais assister aussi. Il reste plus beaucoup de place, fait que dépêchez-vous d'acheter les billets qui restent, qui s'envolent excessivement rapidement. Et je vais possiblement y enregistrer des podcasts. Si vous voulez venir me faire serrer la main, jaser, tout ça, ça va avoir énormément de plaisir, comme d'habitude, de venir avoir une petite jazz. 17 au 20 novembre, European Cyber Week, dans laquelle normalement je vais être également. J'ai quelques podcasts qui sont en train de se planifier à cet endroit-là aussi également. Donc, si vous venir jaser un peu, je vais être disponible pour venir discuter, puisqu'on est en France, on n'est pas au Québec, on jase pas. Et le 25 et 26 février, le Secure, le Call of Paper est ouvert. Je crois que les communications ne sont pas encore officiellement envoyées. Envoyez-moi vos propositions entre-temps avant que les communications officielles soient disponibles. Commençons avec les nouvelles. La première, et je trouve la plus importante, pour la plus importante, qui est une suite un peu des dernières semaines, Jaguar Land Rover, qui est une espèce de grand épopée, si on veut, sur lequel le gouvernement anglais a décidé de financer 1,5 milliard de livres pour permettre à la compagnie de redémarrer. D'un côté, c'est une très bonne chose de remettre ces gens-là au travail. Là. Ça a un impact économique et un impact très, très important sur beaucoup de gens. Donc ça, c'est d'un point de vue humain, tout ce qui est associé à ça. Plus tous les sous-contractants qui sont affiliés à cet élément-là. Par ailleurs, le problème, c'est que ça envoie un drôle de message que le gouvernement britannique finance les compagnies qui n'ont pas fait leur travail en cyber ou ne sont pas capables de faire les choses correctement. Donc, on vient biaiser la correction du marché qui aide les entreprises à prendre des décisions éclairées, des décisions d'affaires qui ont du sens. Donc, je trouve ça un peu malheureux, cette façon de... faire dévier l'état normal du marché pour quelque chose qui est peut-être pas nécessairement optimal en l'occurrence et n'amènera pas, dans ce cas-ci Jaguar ou n'importe quelle autre compagnie, à faire beaucoup plus attention à sa cybersécurité puisque de toute façon, le gouvernement va venir me sauver si je fais une erreur, donc c'est pas super grave. Donc c'est un peu malheureux cette situation-là, même si c'est très important que ces gens-là retrouvent. Donc puis j'ai pas lu, je pense que j'ai pas vu dans les informations disponibles si il y avait une contrepartie, si le gouvernement britannique était sur le conseil d'administration ou si elle allait surveiller la conformité ou différents éléments comme ça qui sont relatifs à l'amélioration de la cybersécurité de Land Rover, justement Jaguar Land Rover, pour pas que cet argent-là soit dépensé en vain aux frais des contribuables britanniques en l'occurrence. L'autre facette à ça, puis c'est intéressant, puis je ne sais pas à quel point cette nouvelle-là est confirmée, mais il semblerait qu'avant l'incident, Jaguar Land Rover aurait essayé d'avoir une cyberassurance, ce qui est une bonne chose et ce qui est souhaitable. PME, pas PME, si vous pouvez ayez une cyberassurance, c'est vraiment super essentiel de nos jours. Et ils auraient échoué. Les raisons de l'échec ne sont pas connues, n'ont pas été communiquées ou j'ai pas accès à l'information.
Mais c'est pas un bon signe de voir ce genre de choses-là se passer. Donc, s'ils n'étaient pas assurables, c'est probablement que leur contrôle de cybersécurité n'était pas adéquat. S'il n'était pas adéquat, ben, ça explique un peu la situation dans laquelle on est présentement. Donc, réflexion à avoir sur cet élément-là. Je trouve ça, je suis tiraillé entre les humains qui sont financièrement touchés par ce problème-là, de cette négligence-là on va dire des hauts dirigeants de chez Jaguar Land Rover de ne pas avoir mis l'énergie nécessaire. En tout cas, du moins, ils ne l'ont pas démontré, ils ne l'ont pas dit publiquement, de protéger adéquatement leur système informatique qui amène au problème qu'ils ont vécu et tout le fiasco qui s'ensuit. Et tant qu'on continue à parler dans des fiascos, on va baser sur une section sur le supply chain, sur les chaînes d'approvisionnement et tout ce que ça comporte comme situation. Volvo, Amérique du Nord, a subi une brèche d'informations de son fournisseur Mio-Data. Bref, j'ai sûrement très mal prononcé parce qu'il y a des lettres que je comprends pas là-dedans ou que je comprends pas, que je n'ai pas appris à prononcer correctement. Donc, c'est un autre cas aussi qu'on voit où les sous-traitants nous amènent dans un contexte où nous entraînent des situations problématiques si on n'a pas plus de capacité à avoir des faits sur nos sous-traitants. Donc, on se ramasse avec un certain problème de cohérence au niveau de la protection de nos données. Donc, à ce moment-là, de voir, normalement, le RGPD, loi 25, tout ça amène une certaine suite, c'est-à-dire qu'on est responsable de nos sous-traitants, mais à ce moment-là, ça l'amène, en tout cas, bref, ça l'amène des conséquences, puis je trouve qu'on est un peu désinvolte. On va voir dans d'autres cas aussi, ça l'amène d'autres situations problématiques. La semaine dernière, j'avais parlé d'un arrêt des Européens, justement, par un sous-traitant qui avait été attaqué. Il a été effectivement démontré que c'était une cyberattaque. Cela est démontré, même il y a eu une arrestation liée à cet élément-là, ce qui est une bonne chose en soi, parce qu'il faut pas que ça soit... faut pas que les gens s'en sortent. Sinon, les gens vont faire ça impunément et ça va avoir ses conséquences. Par ailleurs, c'est encore un cas d'un fournisseur unique qui a entraîné l'ensemble des aéroports dans cette situation-là. Donc, on est dans un contexte où la sécurité est trop dépendante d'un tiers parti puis on ne le surveille pas assez. Comme autant dans le cas de Jaguar, ben, ils n'ont pas eux-mêmes mis le système principal adéquat. Donc, dans un système où tout ça est relié et je pense qu'on ne prend pas assez au sérieux le fait que la cybersécurité maintenant est un pilier d'infrastructure fondamentale qu'on ne peut plus escamoter, qu'on a déjà fait dans le passé. Maintenant, le monde a changé. Là, on n'est plus dans un monde physique, on est vraiment dans un monde numérisé à un niveau qui est rendu très, très élevé, qui ne nous permet plus ce luxe de fermer les yeux sur des situations comme ça. Nouvelle aux États-Unis qui, moi j'appelle ça SIM ou trouver sur la nouvelle. C'est essentiellement les services secrets américains ont démantelé ce qui est une ferme de SIM, de cartes de cellulaire. C'est essentiellement une ferme de cellulaire, si on veut, ou de cellulaire artificiel. On défaite, il y avait l'équivalent à peu près 300 serveurs de SIM, donc pour l'équivalent à peu près 100 000 SIM ou 100 000 numéros de téléphone associés à ce genre de choses-là. Par ailleurs, la nouvelle était un peu trop rapide et on est allé sur des spéculations un peu extrêmes sur le fait que c'était potentiellement une attaque cyber, une attaque semi-terroriste ou de cette nature-là qui visait la rencontre aux Nations Unies. Des vrais experts ont pris le temps d'analyser la situation, puis c'est un peu aussi la difficulté de rapporter la nouvelle puis un peu trop rapidement, quand on ne connaît pas toute l'information, d'avoir le bon angle par rapport à ça et de ne pas être sensationnalisme. Donc, de ce côté-là, la réalité, c'est que c'est plutôt des fermes pour des fraudeurs de type du scalping de tickets ou en tout cas ceux qui achètent massivement des tickets. Donc, tous les systèmes de vérification par cellulaire sont notamment utilisés par ces techniques-là. C'est impressionnant de voir les espèces de tables avec toutes les SIM à l'intérieur, mais il reste que ce genre de système-là n'est pas anormal et largement utilisé par les fraudeurs, mais pas dans un contexte de mettre les tours cellulaires à terre. Quoique ça a peut-être potentiellement la capacité de le faire, mais pas tant, parce que dans un secteur comme
ceux des Nations Unies. Il y a tellement de tours cellulaires dans le secteur que de faire tomber l'ensemble des tours prendrait probablement beaucoup plus de cartes que ça. Puis si c'est sur le volet SMS, qui est mentionné, ça prendrait un volume de SMS tellement grand parce que c'est un protocole très, très lent, très, très vieux qui prédate le 3G. C'est des protocoles de contrôle entre les tours et les cellulaires qui ont été utilisés pour ensuite transmettre des textos. C'est tellement vieux que la probabilité réelle de faire une attaque coordonnée sur toutes les tours cellulaires de tous les fournisseurs en même temps, dans ça, prendrait peut-être plus que ça. Puis c'est de toute façon pas la meilleure technique pour y arriver. Ceux qui savent que ça ne prend pas nécessairement autant de choses pour le faire tomber, mais en même temps, c'est pas ce genre d'approche-là qui va arriver à un résultat de cette nature-là. Autre nouvelle, dans les trop vite sur la nouvelle, Trump a signé une entente avec la Chine et ou TikTok ou le transfert des choses comme ça. Et dans le spectre encore trop vite sur la nouvelle, comme la plupart des annonces que Trump fait, c'est pour faire des lignes de presse, essentiellement ce qui est arrivé là, avec aucune information pour appuyer ce qui en est fait. À l'heure actuelle, on n'a aucune idée ce qui concerne le deal ou l'entente entre la Chine et TikTok et les États-Unis, où tous ces joueurs-là, ou tous ces grands investisseurs-là, tous ces noms-là, un name dropping qui a été fait associé à cette nouvelle-là. Donc, ça ressemble plus à un élément de name dropping que autre chose. C'est un peu achalant en cyber d'arriver avec des choses comme ça, puis surtout parce que j'ai beaucoup d'incidents. Je vis dans un monde où je dois réactualiser régulièrement ma connaissance d'un événement. Je trouve que dans l'espace public, de devoir tout le temps annoncer avant même que ça soit confirmé ou des choses comme ça, créer un bruit, les médias sont responsables de cette création de bruit-là. Ils nuisent à la compréhension. Et pour mon expérience en gestion d'incident, si je me trompe trop dans une information que je donne, celle-ci va malheureusement rester collée. Puis on parle, ou même au-delà du fait de la correction de la nouvelle que les gens ne vont pas, même dans une petite organisation, le fait de partir sur des informations inexactes va rester collé. Fait qu'il faut quand même être prudent dans ces contextes-là. Donc, c'est un peu de misère d'aller trop vite sur la nouvelle, puis je me garde une certaine gêne pour annoncer des choses, surtout de cette nature-là, pour voir. Mais si on peut avoir une certaine réduction de l'espionnage chinois dans un TikTok américain, en l'occurrence, on améliore un peu la situation, mais je ne sais pas pour les Canadiens ou les Européens si cette situation va changer vraiment quelque chose. Les problèmes des réseaux sociaux est beaucoup plus profond que juste que la Chine espionne, en l'occurrence, dans ce cas-ci, sur ce genre de choses-là. Autre section, privacy, vie privée. Plusieurs nouvelles intéressantes, plusieurs fuites aussi. Première nouvelle, puis celle-là, je l'aime beaucoup parce que elle rejoint beaucoup mon malaise avec ce que le RGPD a amené, notamment avec les bannières de cookies qu'on voit partout sur les sites européens, où du moment qu'on a une adresse IP européenne, ces bannières-là s'affichent à nous. On a vu la même chose au Québec avec loi 25. Par ailleurs, c'est pas les mêmes règles de cookies qui sont dans la RGPD que la loi 25. Fait que je pense que les gens ont pris un raccourci et ont juste copié ce que les Européens ont fait, ce qui est pas super bien en l'occurrence. Parler avec un avocat, ils vont vous expliquer exactement c'est quoi vos obligations par rapport à ce genre de choses-là. Cela étant dit, le Parlement européen est en train de réviser ça, cette bannière-là, ou ces exigences-là qui sont associées à ces bannières-là. Je vois ça d'un très bon œil parce que la bannière sert strictement à rien, puisque la plupart des gens, c'est pas 100% des gens, quasi 100% des gens vont juste cliquer accept et vont passer à travers. Donc, ils n'arrivent pas au message ou à l'objectif qui était recherché sur la vie privée. Cependant, je pense que ce véhicule législatif-là mériterait d'être amélioré puis d'arriver plus sur des règles qui obligeaient notamment, par exemple, dans les navigateurs de mettre une option de dire ce qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, l'espèce d'élément no tracking qui existe déjà dans les navigateurs, notamment. Qu'on ait des indicateurs configurables dans le navigateur pour qu'on n'ait pas besoin qu'à chaque site, on ait besoin de recliquer les mêmes choses et que chaque site respecte, ça c'est un défi, les choix qu'on a fait dans la configuration de notre navigateur qui
soumises lors de l'initiation de la communication avec le serveur. Donc, on annonce nos préférences et ces préférences-là sont faites. Donc, d'avoir le bénéfice privacy associé avec ce genre de choses-là. Par ailleurs, il va falloir que de la surveillance, mais de toute façon, ça pas plus que maintenant d'ailleurs. S'assurer qu'il y a un respect réel de ces éléments-là, mais il va falloir justement regarder ça et de mieux intégrer dans le flow normal de l'usage des gens de la technologie au lieu de mettre quelque chose qui brise le flow et qui ne sert à rien dans l'absolu et d'obliger à la première configuration les gens de sélectionner les choses, puis de protéger la vie privée, puis avoir cette réflexion-là sur la vie privée aussi qui est très importante, le tracking, les data brokers et ainsi de suite. Puis là, je parlais justement les tiers parties qui font partie, ça fait partie de cette espèce d'écosystème-là qui doit être réfléchi. Le retrait des bannières, c'est une bonne chose parce qu'il faut s'en débarrasser de quelque chose qui ne sert à rien, qui vient juste nuire à l'expérience et qui n'arrive pas à l'objectif, mais en même temps d'arriver à quelque chose, un corpus législatif pour continuer à protéger adéquatement les personnes. Puis c'est un peu l'aspect aussi qui est important à maintenir en l'occurrence dans ce cas-ci. Puis je trouve que les Européens ont pris une dose d'avance sur nous, le restant du monde essentiellement. Et cela permet une réflexion et d'arrêter de revendre ces informations-là. Bref, à l'infini, comme le marché américain fait énormément. À ça, autre nouvelle intéressante sur le fait que les données sont aspirées par la plupart des grands modèles de AI commerciaux, ChatGPT, Gemini, Claude, et ainsi de suite. Donc, Corban a sorti un rapport là-dessus, des comparatifs de Lucasfilm. Vous allez voir les choses, c'est très intéressant parce qu'une fois qu'il a aspiré nos nouvelles, pas nos nouvelles, mais nos informations personnelles, c'est très difficile dans certains cas de les faire sortir ou de façon. Donc, il faut être prudent sur la façon qu'on exprime nos choses. À ça, il faut constater que Meta va réutiliser beaucoup les informations qu'on met dans Facebook, notamment. Il peut les réutiliser. LinkedIn mentionne maintenant qu'il va utiliser tout ce qu'on envoie pour entraîner ses modèles et ainsi de suite. Donc, on est dans une situation où tout ce qu'on utilise est propice à réutiliser nos informations. Fait que c'est un peu le poids est sur nous, malheureusement. J'espère qu'il va y avoir des lois ou des actions collectives qui vont permettre justement de casser ce genre de choses-là. Autre nouvelle sur un peu la souveraineté numérique et la police de l'Écosse. À travers la loi sur l'accès, avait posé pas la police, mais la loi sur l'accès a permis l'information que la police avait récoltée de Microsoft sur le fait que la mondialisation de cette compagnie-là fait que des gens à travers le monde peuvent accéder aux données des gens à travers le monde. Donc, il n'y a pas de barrière interne entre les pays et les centres de données ou la localisation des données. Donc, ça fait qu'essentiellement, des opérateurs américains peuvent accéder à des données européennes et vice-versa, ou des Chinois, ou des Allemands comme ça. On l'avait vu avec le DoD, notamment, avait demandé ou exigeait Microsoft que les Chinois arrêtent d'offrir le support, donc de segmenter leur espace infonuagique chez Microsoft de façon conséquente. Donc, on est dans un univers comme ça. C'est l'effet des hyperscalers d'avoir cette façon-là planche de gérer et d'accéder à l'information. Donc, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Ça veut dire que quiconque à travers le monde peut avoir un intérêt dans nos données, ont peut-être la capacité d'aller les chercher puisque ces chemins-là sont largement ouverts à travers les choses. Salesforce, avec le SalesLoft Breach, qui a connu il y a déjà quelques semaines, une poursuite a été tentée qui essaie de mener un recours collectif. Ça, c'est le modèle américain pour réussir à tenir les compagnies responsables de leurs actes, donc dans ceci d'avoir failli à la protection des données. Ce que les plaignants font valoir. Le cas n'a pas passé à travers un juge, donc on n'est pas capable de valider les preuves. Ici, effectivement, Salesforce est réellement responsable de la fuite de données que ça a eu, mais en l'occurrence, c'est la mécanique américaine de faire tenir les compagnies responsables de ce qu'ils font. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, puisque ça va avoir un impact sur les autres compagnies, comment ils vont traiter notre information, comment ils vont mettre les mesures en place. Je parlais tantôt de sous-traitants ou comme de Jaguar qui a été potentiellement négligent quant à
à la protection de ces données ou à la protection de ces chaînes de production. Donc, dans ce cas-ci, de voir dans un contexte américain comment ça va se faire. Peut-être justement créer un onde de choc suffisante pour que les compagnies prennent ça un peu plus au sérieux, surtout les compagnies des tiers parties avec des écosystèmes comme Salesforce, mais parce que Salesforce, c'est pas le seul qui a des écosystèmes qui vivent autour. Donc, de voir comment ceux-ci vont se prémunir contre ce genre de choses-là et se protéger contre des attaques en justice, notamment. Il y a eu une étude faite et conséquemment du fait qu'il y a eu des gens qui ont commencé à exploiter sur la plateforme Firebase. Firebase a été mis dans l'espace public avec le problème de sécurité de T, qui a fuité des informations sensibles sur les femmes qui utilisent le système. Et essentiellement, ce qu'on a découvert, c'est qu'utiliser Firebase est d'une configuration qui était, somme toute, déficiente au niveau de la cybersécurité. Ce que ça a fait, c'est que les attaquants s'en sont rendus compte et plusieurs ont extrait les URL spécifiques de Firebase dans différentes applications Google ou Android notamment pour retracer les buckets Firebase associés et ont commencé à scanner. Certains professionnels faisaient exactement la même chose et ont découvert énormément de places dans Firebase qui sont mal sécurisées, où beaucoup de gens ont improvisé ou ont fait des choses un peu à la va-vite. Donc, on est dans un contexte où T a été exposé publiquement, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont le potentiel de se faire exposer publiquement. Probablement parce que T a des données beaucoup plus sensibles que beaucoup d'autres, mais il demeure que ces informations-là sont toujours en ligne. Dernière chose dans le privacy, une énorme fuite de données de 5,7 millions de données personnelles chez Bugaz Telecom. En tout cas, je trouve ça très drôle. Je l'ai pris juste parce que je trouve ce nom-là imprononçable. En tout cas, du moins pour un Québécois, c'est imprononçable. Donc, ça fait partie des continuités de fuite de données chez les fournisseurs cellulaires et télécoms français. Donc, c'est dans un univers qui ne sont pas exempts de ce genre de choses-là. Je trouve ça un peu malheureux de voir ça, que ça existe encore. Puis, il y a quand même des informations financières qui ont fuité dans leur cas. Donc, de surveiller vos choses si vous êtes un abonné de cette compagnie-là, de vous prémunir et de faire attention si vous recevez des sollicitations non attendues qui pourraient mener à une situation amplifier le problème de fuite que ça a eu. Section suivante, le Edge. Plus petite section quand même, mais Edge parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dernièrement avec les équipements à la périphérie des réseaux d'entreprise. Ce coup-ci, c'est Cisco que les trappes SNMP permettent d'exécution sur les équipements. D'ailleurs, c'est une très mauvaise chose d'exposer le SNMP aussi publiquement que ça. Donc, déjà, si vous fermez ça, vous prémunissez de ça. Le CISA américain a détecté qu'il y a des activités sur les équipements Cisco qui datent de plus qu'un an. Et SonicWall a rendu public une mise à jour de son firmware sur ses équipements qui ont été vulnérables dans les dernières semaines et mois, justement pour retirer les rootkits qui auraient pu s'installer par les attaquants durant cette période-là dans laquelle ils ont été. De ce que j'en sais, je crois que SonicWall n'a pas été ultra rapide à soumettre des correctifs par rapport à ces éléments-là. Mais nonobstant tout ça, il demeure que les correctifs sont là, appliquez-les le plus vite possible. WatchGuard, l'autre semaine aussi, c'était le 17 rendu public des problèmes. Donc, on est beaucoup dans un contexte. Fortinet, ça arrive aussi, touche ce genre de choses-là. Donc, ces équipements-là sont en périphérie de nos réseaux. Donc, s'assurer qu'ils sont corrigés et que le temps de correction soit le plus court possible, puisque les attaquants, ils vont très, très rapidement, une fois qu'ils ont trouvé une vulnérabilité, vont commencer à balayer et vous allez vous faire attaquer plus tôt que tard, ce qui n'est pas souhaitable à bien des égards. Section suivante, plus offensive. Il y a un nouvel outil, c'est Inbox Obfuscation, qui a été développé pour contourner les filtres dans Microsoft Exchange. Essentiellement, c'est l'usage de Unicode pour tromper les filtres qui sont juste en ASCII. C'est encore des stratégies qui fonctionnent puisque les filtres datent d'une autre époque, les fonctionnements datent d'une autre époque, donc où lequel le Unicode était plus ou moins utilisé. On le voit aussi dans l'encodage des URL, c'est encore le même genre de choses. Donc, c'est possible d'utiliser des CM ou des éléments complémentaires aux outils de Microsoft pour être capable de repérer ce genre de choses-là et d'agir dans vos infrastructures pour détecter et corriger s'il y a lieu
une situation par rapport à ça. Puis eux sont capables de recomposer les Unicode qui sont mélangés dans du ASCII plus conventionnel et de recomposer le vrai filtre par rapport à ça. Dans la même ordre d'idée, LastPass, il y a une version fausse qui circule sur le net, qui est essentiellement un infostyleur pour les Mac. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a beaucoup de publicité-ish qui amènent des outils standards comme LastPass en l'occurrence, mais il y en a d'autres aussi qui sont utilisés dans lesquels j'ai été informé qui arrivent assez haut dans les recherches pour que les gens cliquent dessus par erreur. Donc, vraiment être vigilant quand vous téléchargez les applications, être vigilant quand vous cliquez sur l'URL pour vous assurer que la compagnie est légitime en l'occurrence et que ce n'est pas un site tiers qui vous amène et qui vous fait croire que vous utilisez LastPass. Ils sont de meilleur en meilleur pour masquer, mais quand même soyez le plus vigilant possible parce que c'est très important. Les attaquants sortent de l'hameçonnage conventionnel, s'en vont commencer à faire des attaques dans des forums, dans nos outils de collab, le Slack, Teams, ça, dans les commentaires, dans toutes ces affaires-là. Fait qu'on déplaçait leur stratégie qui était typiquement juste dans les courriels vers d'autres stratégies parce que c'est de moins en moins efficace. On a changé nos façons de travailler, nos façons de collaborer depuis le confinement. Donc, les attaquants ont aussi fait le même chiffre. Donc, d'être vigilant, puis il y a moins d'outils disponibles pour intercepter ces choses-là. Fait que c'est important qu'en tout cas, dans la période de fluctuation entre la disponibilité d'outils beaucoup plus efficaces et ces éléments-là, d'être prudent parce que vous êtes plus sensible par erreur de cliquer sur un lien méchant. EDR, cette semaine, là, j'avais passé l'autre semaine qu'il y avait l'usage de Wearfold pour arrêter les EDR, qui est une approche qui est quand même assez imaginative, intéressante, donc de surveiller ça, mais cette fois-ci, c'est de faire du chargement en mémoire direct, ce qui vient essentiellement contourner les structures actuelles pour valider les codes malicieux. Et l'autre pendant à ça, c'est que la version de Wearfold permet d'aller exporter les contenus de tous les mots de passe en cache sur un Windows 11 notamment. Donc ça, c'est pour protéger. Donc, c'est des outils comme ça. Fait que assurez-vous de vérifier dans vos organisations si vous détectez qu'il y en a un nombre trop grand. Pour l'avoir fait dans des sacs, on le voit souvent parce qu'il y a des applications désuètes qui vont les générer. Mais vous assurez que celles-ci ne sont pas récurrentes ou qui sont basées vraiment sur des applications désuètes qui génèrent ce genre de crash-là et que ce n'est pas une tentative d'attaque. J'imagine que c'est quand même assez complexe à voir. Je suis un peu plus loin des socs maintenant. Donc, je ne serais pas capable d'indiquer, mais d'être vigilant par rapport à cet usage-là de cet outil normalement standard qui vient avec Windows, qui a été détourné de sa fonction de base. Kali Linux 2025.3 a rajouté 10 nouveaux outils, notamment des outils d'AI et MCP. Donc, on voit que ce genre d'outils-là avance. Moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé ce genre de choses-là que je ne fais tellement de sécurité offensive que je trouve ça voir que des outils comme ça pré-packagés soient déjà considérés avancés et puissent disposer d'outils nouveaux. Attaque par LNK dans Windows, c'est intéressant de la façon que c'est bundlé justement pour détourner le fonctionnement et donc passer à côté des outils de sécurité parce que l'ordonnancement des choses, puis c'est du living of the land, donc c'est de faire basculer tranquillement plein d'outils standards qui sont inclus dans Windows pour finalement arriver à quelque chose en bout de compte qui est malicieux dans ce cas-ci. La Russie augmente sa désinformation pour les élections qui vont avoir lieu en Moldavie. Donc, l'amplification, les fermes de trolls, les fermes d'amplification sont en cours, donc en train d'amplifier un message. L'AI est utilisé pour faire que le message soit crédible. C'est moi ma spécialité, probablement que ma prochaine intervention avec Sébastien, on va parler de choses qui se rapprochent à ce genre de choses-là. C'est des conversations que j'aime beaucoup parce que c'est des sujets que je maîtrise très, très peu. J'avais parlé des SVG malicieux parce que le format permet l'intégration de scripts. Autant c'était semi-théorique la dernière fois. Là, il y a des campagnes réelles de phishing ou de sites malicieux qui utilisent ça pour faire exécuter des JavaScript sur votre ordinateur. Donc, d'être très prudent de ce qui arrive. Donc, on en retrouve encore dans un contexte où on peut mettre les pieds sur une mine sans s'en rendre compte.
Premier MCP, serveur MCP qui est malicieux. Dans ce cas-ci, il vole les courriels dans lesquels on les envoie. Donc, c'est un MCP qui sert à mécaniser avec du AI l'envoi de courriels. Et dans les dernières versions, il y a eu un ajout, une copie cachée qui est envoyée de tous les messages que sont envoyés avec ça. Donc, c'est encore un domaine qui est très jeune, les MCP. C'est un acte de foi à bien utiliser à utiliser à bien des égards. Parce qu'on ne sait pas qui fait ça. C'est l'industrialisation du cybercrime, tout ça nous place dans une situation. Fait que je suis un peu mal à l'aise d'utiliser de façon large. J'explore un peu le MCP, mais soyez très, très prudent dans ce que vous faites pour faire avoir sur de ce qui vous semble en apparence légitime, mais qui ne l'est pas dans les faits. Puis justement, en parlant de AI, les attaquants utilisent beaucoup de AI pour générer du code qui semble légitime, qui passe à travers les filtres, surtout dans les campagnes de phishing notamment. Ce qui fait que les engins sont plus capables de détecter puisque le document où toutes les informations semblent légitimes, semblent être un document d'affaires ou de fonctionnement normal. Et à travers celui-ci, il y a des actes malicieux, un peu comme dans le cas de l'ENCA. L'enchaînement d'actes corrects vient diminuer les défenses qui sont là, donc nous empêche d'agir correctement sur les éléments. Fait que l'usage de AI est de plus en plus grand. Mais en même temps, c'est peut-être une réflexion à avoir sur comment nos outils fonctionnent et de mettre des mesures qui sont beaucoup plus basées. Puis j'en parlais aussi j'en parlais du podcast qui sort demain sur le fait que les moyens qui sont utilisés sont plus à la bonne place. Écoutez celui de demain aussi. Pour qu'on puisse se défendre correctement contre ces éléments-là. Le fait de l'usage d'Internet n'était pas fait pour ça. Peut-être des dizaines de plus profonds qu'il faudrait revoir. Volet défensif, Zero Trust, qui est une façon de se protéger contre les attaques par AI. En l'occurrence, au-delà du fait que du terme Zero Trust qui est très peu déployé dans le réel, même si tout le monde en parle, défense par défaut, ces affaires-là, le réel, c'est qu'on n'est pas là, mais vraiment pas là. Un des exemples, justement, le problème avec Salesforce est un exemple de tout ça qui nous amène avec une vulnérabilité, l'exposition de données, parce que c'était pas correctement cloisonné dans l'occurrence. Donc, dans un monde AI où il y a des agents comme ça qui se promènent, dans un contexte de Copilot M365, notamment le fait que les données sont mal cloisonnées dans le tenant peut donner beaucoup trop d'informations au moteur Copilot que vous avez, donc de fuiter, même à l'intérieur de l'organisation, des informations qui ne devraient pas. Donc, c'est une réflexion. Donc, le AI accélère cette réflexion dans laquelle on serait peut-être intérêt à regarder de plus profondément comment utiliser le Zero Trust et ces concepts-là pour designer nos systèmes pour se protéger contre des agents de plus en plus sophistiqués comme le AI le dispose. Microsoft Sentinel-One et Palo Alto se retirent de l'évaluation du MITRE ATT&CK en 2026 pour évaluer leur moteur ADR. Le narratif autour de ça, c'est que c'est très dispendieux. Ils vont mettre leur argent ailleurs. À ce stade-ci, c'est pas mal qui sortir, c'est pas mal. Ça ne dit pas que leur produit est de mauvaise qualité ou quelque chose que ce soit. C'est peut-être justement parce que leur produit est tellement déjà de bonne qualité qu'ils n'ont pas de valeur ajoutée à aller se soumettre à cet exercice-là de choses, c'est de mettre les valeurs marketing à d'autres endroits. Donc, d'évaluer. Puis tout le volet de conformité est quand même très, très coûteux pour les entreprises. Donc, de voir comment tout ça se peut mettre. Je trouve ça un peu malheureux de l'autre côté aussi, même si je le justifie. Parce que quand même, on a un outil uniforme qui nous permet d'évaluer la qualité. Et de toute façon, ceux qui sont déjà des clients de SentinelOne, Microsoft, Palo Alto, ont peu de chances de changer de toute façon. Fait que si ces outils-là dégradent, on ne le verra pas. Et on va se retrouver à être moins protégé sans le savoir. GitHub augmente sa sécurité pour les NPM, suivant les deux problèmes de sécurité, les infections, les fuites, et ainsi de suite. Les dernières semaines, ont augmenté l'usage du MFA, l'interdiction des jetons à long terme. Comme bref, on rehaussé. On est encore dans un contexte où la plateforme de base n'impose pas des éléments, elle est abusée. Il y arrive des modifications qui s'ensuivent. On est vraiment dans un contexte comme celui-là. Je pense qu'on est encore beaucoup comme ça, tant qu'il n'y a pas d'acte législatif sérieux pour obliger un peu ce qu'on voit en Europe, là, avec le NIS2, avec DORA, avec DMA, et ainsi de suite, là, qui brasse beaucoup par ailleurs, mais qui amène au moins une réflexion de responsabilité des plateformes de devoir mettre le minimum acceptable au moment où c'est.
Donc, on est encore un peu loin du minimum acceptable en l'occurrence. Au Canada, la GRC démantèle Trade Augur, qui est un lieu d'échange des crypto-monnaies pour l'équivalent à peu près 40 millions. Donc, de ça, faire attention si vous utilisez la crypto-monnaie, puisque c'est généralement pas super bien régi. C'est souvent underground, donc votre argent n'est pas protégé. Fait que les personnes qui ont été prises dans les 40 millions ont peu de chances de revoir leur argent, mais vous pouvez contacter la GRC si vous voulez faire valoir votre propriété. Edge va bloquer les plugins ou les extensions qui se chargent hors des endroits standards, des endroits autorisés, leur store. Donc, de faire ça. Je comprends pas pourquoi on fait ça. En même temps, ça va un peu en opposition à ce que l'Europe fait, c'est-à-dire d'ouvrir ces marchés-là au plus grand possible, ce qui amène des problèmes de cybersécurité. Donc, on lutte entre deux forces de protéger le contenu, puis en même temps, offrir la liberté de marché. Donc, on est un peu compliqué. En l'occurrence, c'est sûr que je comprends pas pourquoi j'installerais un plugin qui n'est pas dans le store standard, parce qu'il est quand même présumé que le store fait des vérifications, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, s'assurer que c'est comme ça. Et comme les navigateurs web, dont Edge, dont Chrome, dont Firefox, dont Safari, ou dont peu importe lequel vous utilisez, sont rendus tellement l'usage des applications dans lesquelles on est que les attaques sont à ce niveau-là. Et le nombre de plugins qui viennent siphonner de l'information, qui sont des info stealers, qui font plein de choses comme ça, sont tellement grands que c'est tel temps qu'il y a des interventions. Et la plupart des gens ne sont pas conscients de ces informations-là ou ne sont pas suffisamment vigilants pour le mettre en œuvre. Donc, il faut que les plateformes soient plus robustes. Ça serait un peu des vieilles images, mais quand même qui sont valides. On n'est pas pour demander aux constructeurs automobiles de mettre des freins dans les autos, des sacs gonflables, des ceintures de sécurité. Maintenant, tout ça est acquis. Puis tout ça a été fait par la force du marché, par la force de la législation. Donc, pour nous amener à une situation qui est plus grande, qui est plus protégée de ça. Donc, on devrait avoir la même chose pour les navigateurs, les ordinateurs, et ainsi de suite. Ce que l'Europe a essayé de faire avec notamment NIS2, un peu trop brutal, je pense, sur la gradation de y aller. Je pense pas qu'on peut y aller du jour au lendemain. Mais quand même, je pense qu'il devrait y avoir de plus en plus de responsabilités qui repoussent sur les concepteurs de logiciels pour faire ce genre de choses-là. Windows 10, extension des périodes de support, notamment en Europe, notamment aux États-Unis. Allez voir le petit caractère. J'ai pas vu d'autres éléments sur d'autres pays. Fait que c'est juste drôle que c'est l'Europe et les États-Unis. Le Canada, on n'a pas d'extension. Fait que tout ça, je sais pas pourquoi les extensions, je sais pas où. Allez lire, voir si vous pouvez continuer à avoir le support. Mais bref, Microsoft a étendu d'1 an son support Windows 10, notamment pour les correctifs de sécurité. Passkey, toutes les clés physiques pour ça, qui remplacent les mots de passe, les no password, passwordless et tout ce que cette technologie-là, qui roule déjà depuis plusieurs années, qui commence à connaître une gloire, notamment pour le fait que Apple l'a énormément publicisé et intégré à même son système d'exploitation. Dans ce cas-ci, pas dans une clé physique, mais dans une clé logicielle qu'on met sur un appareil physique, qui est quand même assez bien protégé. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus sécuritaire que les mots de passe? La réponse est oui, parce que ça fait un échange cryptographique entre le site et nous. Donc, cet échange cryptographique-là ne peut pas être réutilisé dans d'autres contextes. Donc, dans ce contexte-là, ça améliore la sécurité globalement des mots de passe. C'est pas parfait, mais quand même. Et c'est déjà mieux d'avoir ces passkey dans une voûte comme OnePassword que pas d'en avoir du tout, parce que cet échange cryptographique-là n'est pas interceptable et vient lutter contre tous les éléments de vol de jetons et vol d'authentification par un man in the middle, l'homme du milieu. Donc, il ne peut pas intercepter la conversation, donc ça vient bloquer parce que l'échange cryptographique est brisé. Donc, ça apporte beaucoup d'avantages, même si on l'a en version logicielle dans OnePassword, ProtonPass ou dans Keychain sur le Mac, ou Password. Je pense qu'ils l'ont renommé dans la dernière version. Donc, migrer vers là, c'est sécuritaire, c'est la façon. Puis en plus, ça simplifie une partie du flot d'authentification. Donc, ça vient plus de mots de passe à se rappeler et ainsi de suite. Dans la section, c'est divers et inclassables. Je ne savais pas où trop les faire atterrir cette semaine, ces nouvelles-là. Puis là, je parle encore beaucoup trop, puis je ne suis pas capable de pousser toutes les informations que je voulais. Puis j'ai dû trier, puis j'ai pas
J'ai pas abordé tout ce que je voulais aborder. L'échange de menaces par le CISA américain. La loi va probablement échoir le 1er octobre parce qu'il n'y a pas d'entente entre le Sénat et le Congrès. C'est pas le CISA lui-même qui met en jeu, mais c'est vraiment la structure d'échange parce que l'information privée, la capacité de poursuite, et ainsi de suite. Donc, c'est un discours polarisant qui, malheureusement, va quand même réduire la capacité d'échange d'informations, même si c'était imparfait. Ce qu'il y avait déjà en place, mais bref, on va peut-être voir ça échoir. Peut-être avoir une nouvelle la semaine prochaine, on va voir ce qui s'est passé. Et dernière nouvelle, une mise à jour de Firewall a mené à 3 morts en Australie par un des fournisseurs de télécom lors d'une migration a échoué sur sa migration et la ligne d'urgence, l'équivalent du 911 au Canada et aux États-Unis, a cessé de fonctionner pendant quand même une très grande période de temps, ce qui a amené au décès de ce qui est là. Pour les explications un peu tièdes de la part de la compagnie que c'est une erreur, que les procédures n'ont pas été suivies et tout ce qu'il y en est. Il devrait y avoir un peu plus de responsabilité de la part de la compagnie que juste de s'excuser et dire c'est dommage, 3 personnes sont mortes. Au même titre que Sarbanes-Oxley, par exemple, a amené aux États-Unis une responsabilité criminelle au niveau des hauts dirigeants pour tout ce qui est des états financiers. Il devrait y avoir ce genre de responsabilité-là qui est mise en place, qui ferait un peu plus peur aux dirigeants et donc amènerait un degré de responsabilité beaucoup plus grand de la part des choses, au lieu de juste se cacher en arrière, de faire « Ah, oups, la procédure n'a pas été suivie », puis il y a des personnes qui s'en sont suivies. Surtout si on prend pour acquis que ces services-là sont dans les lois locales, puis probablement en Australie aussi, considérés des services importants, des services critiques au niveau social. Et l'absence de ces services-là peut mener à des situations catastrophiques au niveau de la vie humaine. Au Canada, on l'a vu avec Rogers, qui a connu une panne de cette nature-là. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même un levier beaucoup plus fort que juste des excuses publiques pour ces dirigeants-là, pour que ça soit pris au sérieux. Puis ça vient boucler avec la première nouvelle de Jaguar. Si il n'y a pas de conséquences réelles, il n'y a pas d'action réelle qui se fait, les gens ne modifieront pas leur comportement parce que ça ne change rien, puisqu'on a toujours une porte de sortie, puisque c'est pas grave par rapport à ce genre de choses-là. Bref, je termine là, c'est un peu trop long. J'ai pas été capable de compresser ma quantité de nouvelles cette semaine. Il y avait trop que je voulais, il y a beaucoup de choses que je voulais aborder par rapport à tout ça. Je vais essayer d'être plus succinct dans les prochaines semaines. Je commence à trouver ma voix un peu pour ce segment-là. Fait que je pense à trouver mon air d'aller puis commencer à réussir à ramener les choses. Si vous avez des commentaires, des choses, gênez-vous pas, envoyez-moi ça. Je vais améliorer la forme avec le temps aussi, voir la faire évoluer pour que ça soit utile puis que ça serve. Moi, ça me permet de structurer mes suivis de nouvelles que je fais déjà de toute façon dans le cadre de mon travail, mais là que j'ai un prétexte pour partager davantage et clairement pas de façon suffisante. Bref, merci. Bonne semaine, bon mois de la cybersécurité qui commence. Bonne campagne. Essayez de sensibiliser une personne. Si chacun des personnes en cybersécurité était capable de sensibiliser une personne, d'améliorer la sécurité, je pense qu'à chaque année, on arriverait à améliorer l'état des choses de façon significative et de moins voir de nouvelles malheureuses comme j'ai notamment partagé cette semaine. Merci.